Alors, bienvenue à cette deuxième capsule sur le chapitre 9. Dans cette deuxième capsule-là, je vais laisser sur les exercices dans la première capsule, donc je vais les résoudre avec vous. Je vais vous donner les réponses. Donc, assurez-vous d'avoir complété les exercices avant d'avoir la réponse, parce que des fois, c'est évident là, quand je vous donne la réponse. Ah oui, c'est vrai, c'était comme ça. Mais lorsque vous l'essayez par vous-même, c'est vraiment là que vous essayez de vous débrouiller avec les informations que je vous ai données précédemment pour vraiment essayer de les comprendre. Ça va vous aider. Et de faire plus d'exercices, ça aide encore plus à s'habituer, à apprivoiser la matière. Donc, je vous montre un petit peu ce que vous devriez avoir pour, par exemple, le A, le B, le C. Donc, il faut bien comprendre qu'ici, pour les portions A, B, C, il y a vraiment une distinction avec ce qui est en bas. Là. Ça ne va pas réagir ensemble. Le D n'a pas de lien avec ce qui est en haut. Donc ça, des fois, là, c'est un peu problématique pour les gens qui essaient de le faire, mais je devrais mettre une ligne ici entre les deux là, pour vraiment démarquer que c'est pas la même chose. Là. Le haut de la page puis le bas de la page, c'est deux choses différentes. Donc pour passer de cette molécule-ci à celle-là, ce qu'on voit, c'est qu'on passe d'un dérivé halogéné à une double liaison. Donc la création d'une double liaison, c'est une élimination, ça. Donc pour faire une élimination, moi je vais montrer d'excellentes molécules pour faire ça. De ces excellentes molécules-là, ceux que moi je privilégie, c'est terre-butyl ONA. Vous pouvez l'avoir dessiné si vous préférez, là, avec le terre-butyl, avec le O, puis là, oups, O, puis là, si vous voulez, vous pouvez écrire ONA comme ça, ou faire O-NA+. Donc, peu importe comment vous les dessinez, ou l'écrire simplement comme ça, ou éthyl ONA, ce sont deux excellentes bases. J'accepte aussi techniquement NaOH qui fonctionne. Puis pour aider un petit peu l'élimination, on peut chauffer également. Donc ça, c'est ceux que je préfère. Vous pouvez aussi utiliser NaNH2. Donc je ne l'ai pas écrit ici, là, mais si vous voulez, vous pourriez juste déplacer ça, écrire, ou encore, donc possibilité, NaNH2 ou KNH2, n'importe quelle source de NH2-, ça serait acceptable également. Et aussi NaOH, là, c'est juste que NaOH peut faire aussi de la substitution à la place. OK, donc il faut faire attention, il faut essayer de prendre les bases les plus fortes possibles. Par la suite, on regarde pour B. Le B, on passe du dérivé halogéné, on ajoute du Mg. Je n'ai pas écrit ici quel solvant parce que ça n'a pas vraiment d'importance. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on forme un organomagnésiens. Donc, Mg vient s'insérer. Donc, ce que vous pouvez avoir dessiné, c'est... Moi, je préfère le dessiner sous la forme chargé négativement, chargé positivement. Mais j'accepterais techniquement si quelqu'un m'a écrit le tout avec MgCl, j'accepterais que ça soit écrit MgCl comme ça ou euh, comme ceci. J'accepte les deux, là. Il n'y a pas de problème comme ça. Ou avec les charges. Moi, je préfère personnellement avec les charges euh, parce que pour les mécanismes, c'est beaucoup plus facile à voir où les doublés libres sont. Et parce que souvent, vous mélangez, vous prenez des carbones de plus ou de moins pour faire vos réactions. Par la suite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une oxydation qui sera vue dans le chapitre 10. Ben, en fait, si jamais on voit le chapitre 10, mais pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Là, c'est quoi qu'on utilise. C'est juste pour vous dire qu'on pourrait passer de ça pour former cette molécule-là. Puis on va la mélanger avec le B. Puis, après, lorsque cette réaction-là entre le B et cet aldéhyde-là va se faire, par la suite, on va ajouter de l'acide. Parce qu'on ne peut pas ajouter de l'acide dès le départ. Pourquoi? Parce que ça tuerait notre organomagnésien. Donc, pour le C, donc le produit de tout ça, ça va être un alcool secondaire parce qu'on utilise un aldéhyde. L'aldéhyde avait déjà un CH3, donc j'ai dessiné un CH3. Et ce qu'on ajoute, c'est l'organomagnésien avec 3 carbones. Donc on ajoute 1, 2, 3 carbones. Donc assurez-vous qu'il y a un nouveau lien de ce côté-ci. Et là, ce qui arrive, c'est qu'on a un carbone qui est chiral ici avec le OH.
Donc le OH peut être en avant ou en arrière. Puis ici, j'ai décidé de mettre le H dans l'autre position, mais vous pourriez décider de mettre le H sur le côté, puis mettre CH3 ici en avant ou en arrière, avec le OH qui est interchangé. Ou encore, si vous préférez, plutôt que de dessiner les deux molécules, vous pouvez écrire plus énantiomère, j'accepte aussi. Ou encore d'utiliser la petite vague pour indiquer que c'est un mélange racémique des deux énantiomères. J'accepte également. Ensuite, pour la portion du bas, donc qui est distincte de la portion du haut, donc on utilise une molécule D. On va mélanger avec un Mg pour former un organomagnésium avec MgBr. Donc clairement, on a besoin d'un Br à la position où maintenant il y a un magnésium avec le Br. Donc on a besoin d'un dérivé halogéné, excusez, avec un brome sur le deuxième carbone, comme ceci. Ce qui est de la réaction d'en bas, pour le E, il y a deux possibilités. Parce qu'ici, j'ai juste écrit un équivalent de notre organomagnésium. Techniquement, j'aurais pu écrire un ou deux équivalents. J'ai pas écrit comme combien de quantité. Fait que je sais que pour la majorité d'entre vous, vous avez peut-être considéré qu'il y en a juste un. Mais techniquement, j'aurais dû spécifier que c'est 2, par exemple, ou que c'est 1. Donc, il y a deux possibilités. Soit, si vous comptez juste de faire la réaction avec juste un organomagnésium, pour obtenir ceci, il faut partir d'une cétone. Une cétone qui a déjà un groupement qui est un isopropyl, donc un CH3CH3, qui viendrait pas de celui-là. Puis il y a un autre qui va venir de notre organomagnésium, parce que l'organomagnésium, c'est un CH3CH3. Vous voyez, il y a le même groupement de ce côté-là ou de ce côté-là. Donc, techniquement, si vous voulez juste ajouter une fois, il faut déjà qu'il y en ait un dans la molécule de départ. Donc, dans la première possibilité, c'est la cétone qui est là. Donc, il y a l'isopropyl d'un côté. Et de l'autre côté, il faut avoir une chaîne éthyle de 2 carbones, parce que c'est l'autre chaîne de carbone qui est toujours présente. L'autre possibilité, c'est que si on utilise deux équivalents du réactif de Grignard, on pourrait utiliser un ester quelconque. La chaîne de carbone qui est de l'autre côté du haut n'a pas d'importance. Là, j'ai juste mis un méthyle, juste un CH3, mais vous pourriez mettre une chaîne plus longue, mais ça n'a pas d'importance parce que ça va partir durant la réaction. Ce qui est important, c'est d'avoir le COO avec le OR, puis avoir une chaîne éthyle parce que c'est ça qui est présent dans la molécule. Si je regarde ici, c'est ce qui est présent ici en bas. Donc, il faut la chaîne éthyle déjà présente. Donc ça, c'est pour l'exercice 1. L'exercice 2, c'est ce que je vous demande ici, c'est de faire le mécanisme complet de la réaction avec deux équivalents d'organomagnésium, qui est le suivant, et un ester, et à la fin de suivre avec DH3O+, donc un peu d'acide pour la protonation. Évidemment, dans cette réaction-là, ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'ester, lui, peut réagir avec deux fois, donc c'est pour ça qu'on a mis deux équivalents. C'est le mécanisme le plus complexe qu'on a vu jusqu'à maintenant, donc c'est pour ça que si vous pratiquez celui-là et que vous l'avez bien, ça va bien aller pour pouvoir faire les autres mécanismes avec d'autres choses qui pourraient être l'incétone ou un aldéhyde, par exemple. Alors, je vais vous donner la réponse. Le mécanisme est quand même un petit peu plus long, mais c'est normal parce que c'est l'ester. Ce qui est important de savoir, c'est que lorsque vous allez dessiner le mécanisme, le lien qui est ici là, entre, je vais utiliser le pointeur laser, entre le carbone et le MgCl, ce lien-là, c'est pas vraiment un lien, c'est un double libre sur le carbone. Le problème, c'est que les gens, souvent, vont dessiner une ligne, puis mettre les doubles libres sur le bout, comme s'il y avait un carbone supplémentaire. Ça, c'est à éviter le plus possible. Mais c'est une erreur qui est tellement fréquente que je vous le dis, d'éviter de faire ça. La réalité, c'est que l'organomagnésium, excusez, je mélange tout le temps, je sais pas pourquoi quand j'enregistre maintenant, je mélange les deux, mais l'organomagnésium se dessine comme ceci, avec charge négative, avec un double libre sur le carbone directement sur le cycle, pas sur une ligne qui ajouterait un carbone. C'est vraiment sur le cycle en tant que tel.
Donc, vous avez un cycle avec une charge négative sur ce carbone-ci. On attaque sur le carbone du double O. On bouge, donc la liaison double O, on en brise une des deux. Mais ce qu'on se rappelle, c'est que le O, avec ici le méthyle, va quitter comme un groupe partant lorsque la double liaison va être rétablie. Donc ici, là, j'ai pas mis de 3D. Vous pourriez la mettre. Je ne l'ai pas spécifié parce que elle va disparaître tout de suite par la suite lors de la réaction, lors de du mécanisme. Donc, elle n'a pas d'importance vraiment. Mais techniquement, le O qui est là pourrait être en avant ou en arrière parce que c'est un carbone qui est rare présentement. Mais vu qu'il est dans le mécanisme et qu'il va disparaître, je n'ai pas mis l'emphase sur la 3D ici. Donc, une fois qu'on obtient cette molécule-là, c'est une cétone, excusez. Et donc, ça ne s'arrête pas là. Dès qu'il y a un équivalent, qui est mon deuxième équivalent de mon organomagnétien, le voit, il va réagir, puis pas mal plus vite qu'avec l'ester de départ. Donc, il va tout de suite réagir pour former la molécule suivante. Donc, on attaque le carbone qui porte le double O, on brise la liaison double O pour former un O-. Puis c'est là que la réaction est presque terminée, puis qu'on ajoute le H3O+, à ce moment-là. Donc, on doit attendre d'avoir cette intermédiaire-là pour pouvoir compléter, puis obtenir notre alcool ici tertiaire avec les deux groupements cyclohexanes de chaque côté. Puis le méthyle qui est ici, ben, c'était celui qui était présent sur l'ester à côté du COO, donc ici, là, au départ. Dans le cas qui est ici, je n'ai pas spécifié la 3D. Pourquoi? Parce qu'on a deux fois le même groupement, donc deux fois un cycle à 6 carbones de chaque côté, donc ce n'est pas un carbone chiral. Et ça, c'est toujours le cas lorsqu'on part avec une réaction sur un ester. Ce n'est pas le cas lorsqu'on le fait sur un cétone ou un aldéhyde, mais avec l'ester, c'est jamais un carbone chiral. Alors ça complétait les deux exercices. Maintenant, ce qui reste dans cette deuxième portion-là du chapitre 9, c'est la réaction avec un autre réactif que vous connaissez déjà un petit peu plus, c'est les sels d'alcyne. Les sels d'alcyne réagissent pas mal de la même façon que les dérivés, les organomagnésiens. Donc, encore une fois, je me mélangeais entre les mots, mais c'est la même chose que les réactifs de Grignard, les organomagnésiens. Donc, les sels d'alcyne réagissent de la même façon, c'est juste qu'un sel d'alcyne, ça a une liaison triple. Comment on forme ça, cette liaison triple-là, avec un carbone chargé négativement? C'est que l'hydrogène qui est au bout d'une liaison triple qui est terminale est légèrement acide. Donc, si j'utilise une base très très forte comme NH2-, NaOH c'est pas assez fort, mais NH2- c'est assez fort. Je vais vous montrer pourquoi dans quelques instants. C'est que le NH2-, vu qu'il est très basique, va venir chercher le H acide et laisser les électrons au carbone. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir un carbone chargé négativement. Et là, ici, si j'utilise KNH2, ça va être le K+, qui va rester à côté de la charge négative. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un sel d'alcyne. Par contre, KNH2, si on regarde les H sur un alkane, ben, c'est pas assez basique pour réagir avec un alkane, donc les H qui ne sont pas au bout d'une liaison triple, hein, qui sont sur des liens, sur des carbones sp3, il n'y a pas de réaction. Que ici, ça, c'est pas assez acide, ces H-là, pour réagir avec NH2. Donc NH2- n'est pas assez basique pour pouvoir faire la réaction. Mais est assez basique pour aller chercher un H sur une liaison triple, qui est pas mal plus acide. Donc l'acidité est augmentée lorsqu'on passe de sp3 à sp2. C'est un petit peu augmenté, mais encore une fois, quand NH2, ça serait pas assez pour enlever un H sur une double liaison. Puis ça augmente encore plus l'acidité lorsqu'on passe de la double à la triple. Donc la triple est assez acide, les H sur une triple liaison, pour que ça puisse se faire. Donc suite à ça, lorsqu'on a un sel d'alcyne, donc dans le sel d'alcyne, ce qui nous importe, c'est la portion avec le carbone moins, pas le K+, ou le Na+, ça ne nous importe pas, mais la portion liaison triple avec le moins va faire les mêmes réactions qu'on a vues avec les organomagnésiens, sauf que cette fois-ci, on va avoir une liaison triple. Donc, tout dépendamment de qu'est-ce que vous préférez. Si vous avez besoin d'une liaison triple à la fin de votre réaction,
il est préférable d'utiliser un sel d'alcyne, mais si vous voulez juste avoir des liens simples, il est préférable d'utiliser, par exemple, un organomagnésiens. Donc ici, les mêmes, électrophiles sont utilisés en présence, cette fois-ci, d'un nucléophile qui est le sel d'alcyne. Donc, pour former des liens carbone-carbone. Donc, que ce soit un sel d'alcyne ou un organomagnésien, les deux forment des liens carbone-carbone. Donc, c'est ça qui est l'intérêt de ces deux types de molécules-là. Comme les dérivés halogénés, excusez, j'arrête pas de dire dérivés halogénés, je veux dire comme pour les organomagnésiens, les sels d'alcyne sont aussi des bases fortes. Fait qu'ils sont pas compatibles avec tout ce qui contient un H acide, donc les fonctions acide carboxylique, les alcools, l'eau, évidemment les acides forts, c'est incompatible. Parce que vous allez avoir une réaction entre ces H acides-là et notre liaison triple avec le carbone négatif avant que celui-ci puisse réagir avec un de ces électrophiles-là. Alors, juste pour revenir, pourquoi NH2- est assez basique pour pouvoir réagir. Ici, vous avez une liste des acides selon leur pKa. Juste vous rappeler, plus le pKa est élevé, plus l'acide est plus le pKa est petit, excusez, plus l'acide est fort. Ça veut dire que négatif, c'est très très fort. Donc HCl, c'est un acide très très fort. De l'autre côté, la base conjuguée, elle, de façon relative, c'est un acide très fort, la base conjuguée est très très faible. Donc CN- est une base super faible. Si on descend ici, on a des acides de moins en moins forts. Donc de l'autre côté, si on regarde leurs bases conjuguées, sont de plus en plus forts. Fait que si on descend ici, les bases sont de plus en plus fortes en bas dans le tableau, tandis que les acides sont plus forts en haut dans le tableau. Donc pour pouvoir savoir qu'est-ce qui peut réagir avec quoi, ce que vous devez regarder, c'est si la base se trouve plus basse que les acides, ben à ce moment-là, il va y avoir une réaction entre l'acide et la base. Si la base est trop haut, donc pas assez réactive, on ne pourra pas aller chercher un acide qui est moins fort. OK? Donc, il faut toujours avoir une base forte pour pouvoir arracher un proton d'un acide. Donc, par exemple, ici, NH2-, c'est assez fort pour arracher les H de tous les acides qui se trouvent au-dessus. Donc, comme ça ici. Donc, assez acide pour aller chercher un H d'une liaison triple terminale pour former un sel d'alcyne. Par contre, OH-, lui, il est en haut des liaisons triples. Donc, lui, il n'est pas assez basique pour pouvoir déprotoner ce H-là. Il est assez basique pour aller déprotoner les autres qui sont ici. Donc, c'est pour ça que, généralement, on ne peut pas utiliser OH-. On doit utiliser des bases plus fortes, telles qu'un H2-, ou techniquement, on pourrait utiliser, comme j'ai montré, les organomagnésiens, donc réactifs de Grignard, les carbones avec un double libre chargé négativement, eux sont assez forts pour pouvoir faire ça. Sauf que, comme je l'ai expliqué tantôt, c'est assez coûteux d'essayer de faire ces molécules-là. Donc, généralement, on va utiliser NH2-, qui est beaucoup plus facile à être utilisé pour justement former les sels d'alcyne. Donc, la formation du sel d'alcyne demande une base forte, pas OH-, mais bien NH2-, et c'est l'azote qui est chargé négativement, qui prend un de ces doubles libres, il y en a deux, vient chercher un H, et on donne la liaison entre le carbone et l'hydrogène qui est brisé maintenant vers le carbone. Okay? Ça pointe pas super bien là, vers le carbone, mais il faudrait vraiment amener ça vers le carbone. Donc on se retrouve avec un double libre ici au bout. Il n'est pas dessiné, il n'est pas représenté, mais moi je vous suggère fortement de le représenter, comme je fais ici, pour pouvoir montrer vos dessins de mécanismes correctement. Donc, lorsque vous allez me présenter votre mécanisme, ici, c'est comme pour le mécanisme qu'on a vu avec les organomagnésiens. Ça veut dire que le sel d'alcyne, s'il réagit avec un dérivé halogéné, bien, il va faire une SN2. Donc, il va venir réagir. Donc, ça, c'est vraiment une réaction qu'on a déjà vue précédemment. Donc, former ici un lien supplémentaire entre la liaison triple
et le carbone où il y avait le groupe partant qui a quitté. Ce qui est important, c'est de savoir que maintenant, il y a une liaison triple qui est attachée avec le restant. Donc, si vous voulez cette liaison triple-là, il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire par la suite. On a vu des réactions d'addition qui est possible de faire sur la liaison triple. Il y a d'autres réactions qu'on pourrait faire là, si on a le temps de voir tous les autres chapitres par la suite. Il y a d'autres choses qu'on pourrait faire avec cette liaison triple-là. Ça offre plus de possibilités qu'un organomagnésiens, mais en même temps, vous vous retrouvez avec la liaison triple. Selon ce qui est préférable, si vous voulez vraiment avoir la liaison triple pour continuer à faire quelque chose, ou vous voulez vous arrêter là, ou si vous préférez avoir juste des liens simples, à ce moment-là, vous allez vous tourner vers les organomagnésiens qui font pas mal la même réaction. Mais comme pour les organomagnésiens, lorsque vous avez un dégât halogéné, surtout s'il est secondaire, ben, il va quand même préférer aussi faire de l'élimination, puis vu que ça c'est une base forte, il peut faire de l'élimination en plus de la substitution. Fait que là, je vous présente la SN2, mais il y a une grosse compétition avec la E2 qui est aussi possible pour former la double liaison en prenant un des hydrogènes sur les carbones voisins, donc carbone bêta, en expulsant le chlore. Par contre, si on fait la SN2, puis c'est vraiment ça qu'on voudrait avoir en principe, il est possible de le faire, surtout avec les dérivés primaires. Là, j'ai mis un secondaire, mais c'est possible de le faire. Vous avez ici l'état de transition, comme on a vu précédemment, sauf que cette fois-ci, vous avez une liaison triple, comme le lien avec le carbone, où il y a le groupement partant qui quitte, qui est le chlore, la charge négative qui est en train d'être échangée, parce que le chlore s'en va comme K-, avec le K+, excusez, comme KCl, donc Cl- et il quitte par la suite. Donc ça, c'est vraiment l'état de transition de la seule étape présente. Ensuite, je vous présente la réaction pour une cétone. C'est pas mal la même chose avec un aldéhyde, un CO2. On va les voir à la toute fin. Mais je vais vous demander d'essayer de pratiquer les mécanismes que je vous montre pour les faire avec ceux-là, mais avec un aldéhyde ou une CWO. Mais c'est pas mal le même que celui-ci. Puis c'est pas mal la même chose qu'on a vu avec les organomagnésiens dans la première capsule. Oups, excusez. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que votre charge négative de votre carbone qui est ici, qui est au bout de la liaison triple, donc le doublet libre, vient attaquer le carbone qui est électrophile, qui porte le double O. On brise la liaison double de l'oxygène, ça nous forme un O-. Et ici, vu que j'avais 2 CH3, c'est pas un carbone qui est chiral parce qu'il y a deux fois le même groupement. Mais c'est possible d'avoir un carbone chiral. Vous avez deux chaînes de carbone différentes, puis qui est différente de ce qu'on ajoute comme celle d'alcyne, évidemment. Par la suite, on ajoute un petit peu d'H3+, donc j'ai montré ici la protonation. Donc la protonation est nécessaire. Dès que vous avez un CWO, vous allez protoner à la fin pour former votre alcool. Donc ici, on protonne avec H3+, toujours notre source d'H3+, présente, à la fin seulement, parce qu'on ne veut pas l'avoir en même temps que notre liaison triple. Donc ça nous forme notre alcool tertiaire avec la liaison triple qui est ici, qu'on peut utiliser pour faire d'autres réactions. Je vous montre l'état de transition. Donc l'état de transition, c'est la liaison triple qui est en train de former un nouveau lien avec le carbone, qui était sp2 au départ. Maintenant, qui est en train de briser la liaison entre le carbone et l'oxygène, donc en train de passer à une liaison simple, tranquillement. Donc, on est en train de changer pour un carbone maintenant sp3. Donc, on passe de sp2 à sp3. Donc, c'est pour ça qu'on a une forme qui commence à être tétraédrée. Puis, tout dépendamment si la liaison triple attaque d'un côté ou de l'autre, ça pousse les liens soit d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on a les deux énantiomères possibles dans le cas où on aurait eu un carbone chiral. Ce qui n'est pas le cas ici, mais qui pourrait arriver. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si dans ma molécule, j'ai un alcool, ou j'ai un acide carboxylique, ou je mets un petit peu d'eau dans mon mélange? Qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est que, vu que c'est une base forte, un H d'un alcool, c'est un acide quand même pas mal plus fort, ben, c'est que la base qui est là, qui est très 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 forte, est assez forte pour venir chercher un H d'un alcool. Donc, on va avoir tout simplement une réaction entre une base et un acide. Donc, on va venir déprotoner l'alcool pour former un O-. Puis, on va remettre notre H qu'on avait au départ.
Fait que, généralement, ça, c'est une réaction qui est non désirée. Qu'on considère généralement des réactions non désirées, c'est des sous-réactions. Donc, quand vous entendez comme par exemple des sous-produits de la réaction, ben, c'est des produits non désirés d'une réaction. Donc, ce sont des produits d'une réaction de compétition, par exemple entre substitution-élimination ou ici avec avec un acide et une base qui réagissent. Donc, on veut éviter les alcools, les acides carboxyliques et l'eau en présence des sels d'alcyne parce que ça va réagir ensemble puis ça va tuer notre réactif. On va avoir plutôt euh, notre liaison triple terminale qu'on va retrouver, qui est généralement celle qu'on avait au départ. Fait que c'est comme revenir en arrière, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me présenter les grandes lignes, comment ça fonctionne avec les sels d'alcyne. Ce que je vais vous laisser faire, c'est essayer de compléter cette page-ci. Donc, compléter les mécanismes qui suivent. Je vais vous les présenter dans la prochaine capsule, puis je vais terminer aussi le chapitre avec une dernière réaction, puis après ça, les derniers exercices de synthèse qui sont vraiment très récapitulatifs pour ce chapitre-là. Donc, je vous recommande d'essayer de compléter l'exercice qui est ici, mais c'est très similaire avec ce que j'ai présenté avec les organomagnésiens ou encore même avec le sel d'alcyne sur les cétones. Donc, ça revient pas mal à la même chose. CWO ou pour aldéhyde, je pense que vous êtes capable de le dessiner sans trop de problèmes. Donc, pour la prochaine capsule, vous aurez la réponse. Alors, à la prochaine et n'hésitez pas si vous avez des questions.